Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat et de reportage sur Public Sénat. On est ensemble du lundi au jeudi à 18h et 22h. Et vous connaissez la promesse de l'émission, donner du sens à l'actualité grâce à nos invités experts. Et voici le sommaire de ce 27 mars. Malgré le cessez-le-feu voté lundi par le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'armée israélienne a bombardé la zone de Rafah la nuit dernière. Mais le soutien américain s'effrite. Quel avenir pour Benyamin Netanyahou? Comment éradiquer le Hamas? Pourquoi la perspective d'une trêve pendant le Ramadan s'est-elle brusquement éloignée? On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, je vous propose comme souvent un thème volontairement décalé de l'actualité du jour. On prend du recul pour comprendre ce qui va changer avec ces groupes de niveau voulus par Gabriel Attal quand il était ministre de l'Éducation. C'est à cette situation de perdant-perdant que je souhaite mettre fin avec des groupes de niveau au collège, en français et en mathématiques. L'organisation sera la suivante. Dans chaque collège du pays, les élèves de chaque classe seront répartis en 3 groupes. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, en fonction de leur niveau en français et en mathématiques. Les groupes de niveau doivent entrer en vigueur dès la rentrée prochaine en 6e et en 5e. Avec quels moyens la nouvelle ministre Nicole Belloubet veut-elle vraiment les déployer? Et puis que va changer la réforme du brevet qui deviendra le sésame pour entrer au lycée? On répond à ces questions dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord donc cette résolution pour un cessez-le-feu immédiat votée à l'ONU, au Conseil de sécurité, résolution qui isole un peu plus Israël sur la scène internationale. Jérôme Rabier. La résolution votée lundi à l'ONU n'a pas encore changé le cours de la guerre, mais elle renforce la pression sur les autorités israéliennes. L'État hébreu, qui s'estime injustement lâché par son allié américain, a déjà rejeté la mise en place d'un cessez-le-feu, même si à Doha, au Qatar, les négociations se poursuivent entre les Israéliens et les responsables du Hamas. Nous n'avons constaté aucun effet immédiat sur les pourparlers. Comme je l'ai dit, ils se poursuivent comme ils le faisaient avant que cette décision ne soit prise. Les autres déclarations du gouvernement israélien sont bilatérales entre les États-Unis et Israël. Elles n'ont pas eu d'incidence sur les pourparlers en cours. Chaque camp se renvoie la responsabilité de l'échec des négociations. Le chef du Hamas, en déplacement chez son protecteur iranien, s'est tout de même félicité de cette résolution de l'ONU. La résolution de l'ONU montre que l'occupation israélienne connaît un isolement politique sans précédent depuis qu'elle occupe la Palestine et que les États-Unis sont incapables d'imposer leur volonté à la communauté internationale. Si elle isole un peu plus Israël sur la scène internationale, la résolution onusienne a peu de chances d'être appliquée avant la fin du Ramadan. C'est pourquoi la France, comme d'autres pays, presse le Conseil de sécurité de préparer la suite. Et notre Conseil va devoir rester mobilisé et immédiatement se remettre à la tâche. Il va devoir, après le Ramadan, qui se termine dans 2 semaines, établir un cessez-le-feu permanent. Il lui faudra œuvrer au relèvement et à la stabilisation de Gaza. La France annonce une initiative dans les prochains jours pour remettre sur la table la solution des 2 États, la seule à même de garantir la paix, selon les mots de l'ambassadeur français. Que change le cessez-le-feu voté par le Conseil de sécurité des Nations Unies? Joe Biden va-t-il lâcher Benyamin Netanyahou? On en débat avec Emmanuel Dupuis. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et enseignant en géopolitique. Anne-Sophie Seban-Bécage, bonsoir. Et bienvenue, directrice de l'American Jewish Committee Paris et docteur en géopolitique. Jérôme Klej, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes enseignant en prospective et stratégie à Sciences Po Paris et auteur de la prospective stratégique, c'est aux éditions Hermann. Et Mathieu Croissando. Bonsoir Mathieu, éditorialiste politique, bienvenue à vous évidemment. Même si elle est non contraignante, Emmanuel Dupuis, cette résolution qui appelle à un cessez-le-feu immédiat, est-ce qu'elle marque quand même une rupture, le mot peut-être un peu fort, mais en tout cas une étape importante? C'est la première fois que les États-Unis n'utilisent pas leur veto, et que ce qui ne fut pas le cas à l'occasion des 3 précédentes résolutions onusiennes, celle d'octobre, celle de décembre et du 20 février dernier. Donc c'est déjà une évolution en soi. D'ailleurs, Nicolas Rivière a félicité Linda Greenfield, l'ambassadrice américaine. Donc c'est une première chose. Maintenant, le discours du représentant permanent de la France a quand même laissé entendre qu'il faudra revenir à la table des négociations, si je puis m'exprimer ainsi, après la fin du Ramadan. Car cette résolution, ce cessez-le-feu, la résolution 27-28, est un cessez-le-feu immédiat,
théoriquement, toute résolution du Conseil de sécurité est contraignante. Alors pourquoi on dit non contraignant ? C'est les termes qui ont été employés par les Américains, d'ailleurs. En droit, elle est contraignante. Ouais. En droit, selon la Charte des Nations Unies, d'ailleurs un certain nombre des pays qui l'ont voté, donc les 10 membres non permanents notamment, ont évoqué le fait que si un État ne la respecte pas, on pouvait faire appel au chapitre 7 donc de la Charte des Nations Unies, l'article 39, l'article 40, qui précise que si une action doit être menée, on peut utiliser potentiellement la force. Maintenant, elle est non contraignante, on l'a bien vu, parce que l'État d'Israël ne l'a pas respectée, puisque les bombardements ont repris de plus belle. Et la réaction justement d'Israël, je vous propose d'entendre tout de suite l'ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies, qui évidemment dénonce cette résolution. D'une part, la résolution dit que la prise d'otages civils est une violation du droit international, mais d'autre part, bien que vous sachiez que le Hamas n'écoutera pas vos appels et ne libérera pas les otages, vous exigez un cessez-le-feu. Prenez un moment et réfléchissez à cette contradiction morale. Pour ce Conseil, le sang israélien ne vaut pas grand-chose. C'est une véritable mascarade et je suis écœuré. Anne-Sophie Seban-Bekash, Benyamin Netanyahou, dans la foulée de cette résolution, avait annulé une visite d'une délégation israélienne qui était attendue à Washington. On apprend là en cette fin d'après-midi de mercredi que les contacts ont évidemment été renoués et qu'Israël veut trouver une nouvelle date pour discuter de Rafah. Comment vous l'analysez ça ? Le Premier ministre israélien craint d'être tout simplement lâché par Joe Biden ? L'analyse, elle est qu'il y a une dimension politique, de politique intérieure dans ces deux décisions, il me semble, des deux côtés. On le sait, côté américain, il y a la frange démocrate plutôt anti-israélienne, en tout cas, qui pousse l'administration Biden aujourd'hui à prendre des positions plus fermes contre Israël. Donc il y a ça d'un côté qui explique en partie aussi cet infléchissement de la politique américaine, de la position américaine au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et côté israélien, effectivement, le Premier ministre, dans sa première réaction extrêmement sévère, effectivement, s'adresse aussi à son électorat, s'adresse aussi à la population israélienne, et ce narratif sert le narratif traditionnel de Benyamin Netanyahou, qui consiste à dire on est isolé, on est seul face au monde, etc., etc. Mais on se doutait bien qu'il s'agissait là seulement de rhétorique, et il y a quand même un alignement et un soutien toujours d'ailleurs très fort côté américain à Israël. Et pour ça, il faut lire la déclaration de l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies dans l'explication du vote, puisqu'on parle de l'appel au cessez-le-feu, mais le paragraphe qui suit l'appel au cessez-le-feu immédiat, c'est l'appel à la libération de tous les otages sans condition, et c'est bien là le point d'achoppement, et l'ambassadrice l'a rappelé dans sa déclaration. Elle commence par une condamnation très ferme du Hamas. Elle commence par dire que la résolution qu'avait présentée lie les deux, que les deux sont toujours liés, et que la sortie de crise dépend de la libération de tous les otages. Puisque vous y faites référence, on va l'écouter. Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies. Nous avons apprécié la volonté des membres de ce Conseil d'adopter certaines de nos modifications et d'améliorer cette résolution. Cependant, certaines modifications essentielles ont été ignorées, notamment notre demande de condamner le Hamas. Nous n'étions donc pas d'accord avec tout ce que contenait cette résolution. C'est pourquoi nous n'avons malheureusement pas pu voter pour. Toutefois, nous soutenons pleinement certains des objectifs essentiels de cette résolution non contraignante. Et nous pensons qu'il était important que le Conseil s'exprime et dise clairement que tout cessez-le-feu doit s'accompagner de la libération de tous les otages. Alors, je reposerai la question sur Joe Biden. Est-il en train ou non de lâcher Benyamin Netanyahou? Mais comment vous analysez finalement cette déclaration et la décision américaine, Jérôme? Ça manque pas de sel, parce qu'en fait, quand on écoute cette déclaration, on est véritablement dans des contorsions sémantiques, des arguties diplomatiques, et un petit peu, ça fait partie c'est la loi du genre, un petit peu d'hypocrisie malgré tout. Parce qu'en fait, la résolution qui avait été proposée par les États-Unis faisait état d'une nécessité d'un cessez-le-feu. On peut toujours parler de la nécessité d'un cessez-le-feu. Si celui-ci n'est pas effectif, en tout cas demandé tel quel dans la résolution, j'allais dire, ça n'engage pas grand-chose. Par ailleurs, il y avait un lien qui était établi entre le cessez-le-feu et la libération des otages. Voilà, c'est un petit peu le contraire de ce qu'elle est en train de dire, la représentante permanente des États-Unis à l'ONU. Or, ce lien, en fait, c'est ce qu'a toujours voulu Benyamin Netanyahou. Lui voulait même aller jusqu'à subordonner
ramener tout cessez-le-feu à la libération des otages, qui serait la condition préalable. J'entends tous ces arguments, mais on l'a rappelé en préambule, c'est la première fois que les États-Unis s'abstiennent lors d'un de ces votes. Oui. Donc ça a du sens quand même. Enfin, peut-être que je me trompe, mais bien sûr que c'est un message envoyé au Premier ministre israélien. Si telle est votre question, effectivement, ça a un sens et c'est symbolique et c'est fort. Mais néanmoins, est-ce que ça peut avoir une implication sur le terrain? Vraisemblablement pas. Parce qu'encore une fois, et d'ailleurs, les États-Unis se sont mis dans une situation assez ubuesque. John Kirby a annoncé derrière que cette résolution n'avait rien de contraignant. Alors que précisément, elle devrait l'être. Oui. Pour autant, on sait bien que le droit sans la force, c'est l'impuissance. Ouais. Et donc, je vous donne la parole tout de suite, Mathieu. J'ai juste une question. Est-ce qu'un cessez-le-feu a du sens dans une guerre asymétrique? On voit bien armée régulière contre quand c'est deux États qui s'affrontent, mais là, une armée d'un État face à des groupes armés, un groupe armé qui est le sens est évident, là. Le sens est évident, c'est tout simplement arrêt des frappes aériennes et arrêt donc des manœuvres terrestres. C'est le feu de la part d'Israël. C'est-à-dire que non, ça doit être évidemment dans les deux sens. Est-ce que les autres parties vont s'engager à respecter ce cessez-le-feu? On ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas un arrêt, j'allais dire, d'un côté des éventuels tirs de missiles qui partiraient de la bande de Gaza. Ça fait un moment qu'il n'y en a quand même pas eu de façon significative. Et l'escalade qui a lieu au pourtour de la région. Votre avis, je vous redonne la parole et ensuite Emmanuel Dupuis, à vous. Oui, bien sûr. Simplement sur l'aspect contraignant, il me semble que les résolutions présentées sous le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies ne sont pas contraignantes. C'est ce que reprécise l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies dans son discours. Je ne voudrais pas, pardon, toutes les résolutions du Conseil de sécurité toutes les résolutions du Conseil de sécurité. Là, il n'y a pas de discussion possible là-dessus. Moi, je vais arrêter parce que c'est presque un peu trop technique. C'est important quand même. Non, mais c'est important et c'est passionnant. Mais je voudrais quand même, je suis un peu têtu. Parce que vous n'avez pas tout à fait répondu à la question Biden-Netanyahou. Oui, pour répondre à votre question, il me semble que oui, il faut voir dans cette abstention la volonté des États-Unis de réduire l'érosion de l'influence que pouvait avoir l'administration américaine sur le gouvernement israélien actuel. C'est une évidence puisque oui, il y a un infléchissement historique. Les États-Unis ne se sont jamais abstenus dans des résolutions condamnant Israël au Conseil de sécurité. Maintenant, il faut remettre cette Attendez, résolution... vous nous dites, Netanyahou n'écoutait rien et donc il a fallu mettre un coup de semonce, c'est ce que je comprends. L'érosion de l'influence. Oui, c'est un peu ça. Je pense que l'administration Biden sentait perdre son influence sur le gouvernement actuel. Et c'est un des outils utilisés, mais qu'il faut remettre dans son contexte, parce qu'on n'est pas non plus là on ne peut pas non plus dire que Biden lâche Netanyahou. Là, je pense que ce serait aller beaucoup trop loin. Fort, voilà. Parce que c'est notre titre, voilà ma réponse. Avec un point d'interrogation. Donc ça m'intéresse d'avoir vos avis aux uns et aux autres. Il est quand même sur une ligne de crête, Joe Biden, depuis... Alors, c'est pas nouveau. Ça fait des mois qu'il est sur une ligne de crête. Est-ce que vous diriez qu'elle est de plus en plus étroite au fur et à mesure que les frappes israéliennes continuent à Gaza? Elle est de plus en plus étroite par rapport à ce que vous évoquez, mais elle est de plus en plus étroite par rapport à la perspective électorale qui advient. Bien sûr. Et il faut bien avoir à l'esprit qu'un certain nombre de responsables démocrates, pressés politiquement, d'ailleurs de manière assez ouverte, je pense notamment à Chuck Schumer, le chef de la majorité démocrate au Sénat, mais également Bernie Sanders. Il faut quand même avoir à l'esprit qu'il y a un certain nombre de représentants politiques des démocrates, et puis surtout dans les universités américaines, où il y a de plus en plus de manifestations appelant à une action pour appeler à un cessez-le-feu immédiat, corroboré évidemment par la libération des otages, et évidemment aussi par le retour de l'aide humanitaire. On oublie cette partie qui est quand même assez déterminante dans la situation que nous vivons, et il y a effectivement une pression politique de plus en plus manifeste, chez les Républicains aussi, avec un certain nombre de Républicains qui appellent à ce qu'il y ait une évolution politique. Je ne me fais pas l'avocat de Chuck Schumer, mais Chuck Schumer a lui-même parlé du fait que Benjamin Netanyahou était, je cite, un obstacle à la paix, appelant à des élections et un remplacement politique. D'ailleurs, ça, on y reviendra à la fragilité il y a eu une réponse à cela, puisqu'un ministre membre du cabinet de guerre, Gideon Sa'ar, a démissionné il y a quelques jours. On y reviendra un peu plus tard, la fragilité de Benjamin Netanyahou sur la scène intérieure, mais je reste sur ce chapitre consacré finalement à la puissance américaine. C'est peut-être ça la question, Jérôme Klech. Est-ce qu'elle n'est pas fragilisée par ce conflit? Alors là, ça dépend de quelle puissance on parle. Si on parle du soft power américain, là, effectivement, il en prend un sérieux coup. En revanche, il y a quand même une schizophrénie dans la
position américaine, parce que si les frappes sur Gaza peuvent avoir lieu avec l'intensité qu'on connaît, les frappes aériennes notamment, mais également la partie terrestre, c'est quand même parce qu'il y a une alimentation en munitions et en missiles de la part des États-Unis. C'est-à-dire que ça se serait arrêté si les Américains avaient décidé d'arrêter de livrer. Israël n'a pas cette capacité à durer avec une intensité telle qu'on la connaît. Donc il y a quand même une schizophrénie. Et à cet égard, la puissance à laquelle vous faites référence, qui cette fois-ci est le hard power, celle-ci, elle ne s'est pas démentie. Et là, pour le coup, la main gauche américaine ignore ce que fait la main droite. Et s'agissant de la main droite, si c'est le soft power et si c'est ces déclarations, et si c'est ce premier, effectivement, alors c'est pas un veto, mais c'est quand même une abstention, et vous avez raison sur le fait que c'est symbolique, même si par ailleurs ce ne sera pas suivi d'effet sur le terrain, ça ajoute quand même une pression, et c'est quand même un message, effectivement, alors vers la scène internationale, message qui met dans l'embarras les États-Unis. Ils ont fait le service minimum parce que la pression internationale est telle qu'il faut bien avancer dans ce sens. Et puis, mine de rien, ça va quand même faire évoluer les choses vis-à-vis de Benyamin Netanyahou. On y reviendra. Et du côté intérieur, c'est aussi un message parce qu'il faut quand même un peu rassurer, vous le disiez, l'électorat, et non seulement l'électorat, mais même la base démocrate. La base démocrate qui commence, pour ce qui est des jeunes notamment, à avoir d'un œil très hostile, non pas les actions d'Israël, mais les actions, en fait, de ce qui représente aujourd'hui Israël, c'est-à-dire ce gouvernement, en fait, ultranationaliste, extrémiste, et qui est dans une démarche de colonisation débridée. 800 hectares de plus en Cisjordanie ont été annoncés récemment. Alors, on y reviendra. Je voudrais quand même, parce qu'on pointe souvent le rôle de Benyamin Netanyahou, sa capacité ou non à arrêter la guerre, mais on pourrait aussi parler de la responsabilité, ne pas oublier la responsabilité du Hamas dans tout ce qui se passe sur le sol israélien et palestinien. Le Hamas, évidemment, son intérêt, Anne-Sophie Sebon-Bekach, c'est que cette situation, elle perdure. Les otages, c'est, pardon de employer ce terme, mais plein de guillemets, mais l'assurance vie du Hamas aujourd'hui. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, le Hamas a 2 assurances vie dans la bande de Gaza. D'abord, la population palestinienne, qu'elle continue d'utiliser comme bouclier humain. Et deuxièmement, les otages. Donc c'est vrai qu'on voit pas... si on se place du point de vue d'une sortie de crise, comment on sort de cette crise? Si tant est qu'Israël acceptait un cessez-le-feu immédiat, qui ne serait pas conditionné à la libération des otages. Ensuite, dans quelle mesure est-ce qu'on déloge le Hamas et dans quelle mesure le Hamas aurait un intérêt quelconque à libérer des otages à partir du moment où c'est pas conditionné, à partir du moment où le cessez-le-feu n'est plus conditionné. Et on voit bien que c'est d'ailleurs pour ça que le Hamas a fait une déclaration très vite pour saluer la résolution qui est passée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc c'est là une situation très délicate, mais je crois qu'il faut voir la position américaine aussi dans le contexte de cette sortie de crise, puisque finalement, les États-Unis continuent de partager les objectifs de guerre d'Israël. La seule différence, c'est sur comment est-ce qu'on y arrive. L'idée des Américains, c'est de dire on fait tout pour aboutir à un cessez-le-feu, pour que ces négociations aboutissent, mais aboutissent aussi à la libération des otages. Seul moyen de faire rentrer davantage d'aide humanitaire, c'est vrai, c'est un point évidemment central. Seule manière ensuite de négocier un cessez-le-feu plus durable qui ouvre la porte vers la possibilité de voir Gaza libérée du Hamas. Ça reste l'objectif aussi des États-Unis, de s'assurer que le Hamas ne sera plus en mesure de menacer Israël sur le plan militaire, ne sera plus en mesure de contrôler Gaza. Il y a eu la confirmation que le numéro 2 du Hamas avait été tué. C'était il y a 2 semaines, on a eu la confirmation là, sauf qu'on sait bien encore une fois, une tête est coupée, une autre repousse. C'est aussi ça l'histoire de ce mouvement depuis toujours. Donc la stratégie de Netanyahou pour éradiquer le Hamas, on ne voit pas bien où elle va. Mais c'est vrai que tant qu'ils ont des otages, ils pourront pas. Ils auront une monnaie d'échange vis-à-vis d'Israël. Et on sait qu'Israël, si demain 40 otages sont libérés et que la guerre s'arrête, ça se poursuivra pendant des années pour négocier jusqu'au dernier corps d'otages dans la bande de Gaza. Et c'est effectivement leur assurance vie, mais il y a un moyen quand même de les déloger, de faire en sorte qu'ils ne contrôlent plus la bande de Gaza. Emmanuel Dupuis. Moi, je voudrais revenir sur la schizophrénie qu'évoquait Jérôme. Elle est très importante parce que au moment où les États-Unis continue à livrer du matériel militaire. D'ailleurs, il contourne le Sénat, enfin le Congrès américain, pour livrer des obus que les résolutions du Congrès ne les autorisaient pas à faire. Ils sont obligés de faire un pont humanitaire, le pont humanitaire en partenariat avec l'Union européenne entre Chypre et la bande de Gaza, et de larguer de l'aide humanitaire. Donc effectivement, il y a cette schizophrénie. On continue d'armer Israël, donnant l'impression qu'on soutient l'objectif de libérer les 134 otages, et dans le même temps, hélas, je suis d'accord également avec vous, l'opinion publique américaine met la pression pour qu'on obtienne une réponse humanitaire. Donc ces deux faces, si vous voulez, de la médaille contraignent beaucoup
le président Joe Biden et laisse un boulevard à Donald Trump en évoquant le fait qu'il aurait fait autrement et il aurait sans doute trouvé une solution alternative en rappelant le plan de paix qui n'avait pas abouti en 2020, qui est revenu sur le devant de la scène, en tout cas dans tous ces meetings de campagne, comme une solution alternative, car la résolution aussi précise qu'il faudra bien revenir à une situation non seulement d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat, mais d'un plan de paix, le fameux plan du jour d'après qui avait été proposé sur initiative française. D'ailleurs, Nicolas Rivière, dans sa prise de parole, évoque que la France va prendre l'initiative pour rappeler qu'après le cessez-le-feu, il faudra bien revenir, à défaut de la solution à 2 États, appelons ça autrement, le plan du jour d'après pour essayer de trouver une solution, ne serait-ce que pour l'administration de Gaza, après la fin des combats. Oui, évidemment, ce qui met la pression sur l'administration Biden, c'est voilà, tout ce qui se passe dans la bande de Gaza, les images de destruction, de bombardement, et ce bilan. Les chiffres sont toujours impossibles à vérifier, mais bon, le ministère de la Santé du Hamas annonce maintenant plus de 32 000 personnes, 32 490 personnes tuées depuis le début de la guerre, et la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens, elle parle de génocide. On écoute Francesca Albanese. J'estime qu'il y a des motifs raisonnables de croire que le seuil indiquant la commission d'un génocide contre les Palestiniens à Gaza a été atteint. Plus précisément, Israël a commis intentionnellement 3 actes de génocide, en portant gravement atteinte à l'intégrité physique ou mentale de ce peuple, en les soumettant délibérément à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, et en imposant des mesures visant à gêner les naissances. Francesca Albanese, qui est interdite d'entrer sur le territoire israélien après des propos qui, selon les autorités israéliennes, nient le caractère antisémite des attaques du Hamas le 7 octobre. Mais revenons sur ces mots, sur ce mot de génocide employé par Francesca Albanese. Est-ce que vous l'employez, Jérôme Klech ? Alors, je ne l'emploie pas parce que c'est des mots qui sont bien trop grands pour moi et dont je me garderais bien de me prononcer sur le sujet. En revanche, si j'observe la situation, j'allais dire, sur le terrain et les annonces faites en termes de stratégie côté israélien, côté Benyamin Netanyahou. La question de la stratégie de Benyamin Netanyahou. J'observe que cette volonté d'éradiquer le Hamas, en fait, elle se traduit depuis le 7 octobre par des frappes massives aériennes, par des combats terrestres, et qui ont été, en gros, du nord vers le sud. Et qu'au moment où il a été question, il y a quelques semaines déjà, de concentrer les efforts avec une ultime frappe, on a compris, ça n'a pas été dit, mais on comprend que c'est l'ultime frappe sur Rafah, pour démanteler les 4, je crois que ça avait été chiffré, dernières composantes du Hamas. Je comprends qu'il y a des résurgences de combats au nord à Al-Shifa, là où tout avait commencé, et puis des résurgences de combats dans l'hôpital Nasser au niveau de Khan Younes, là où tout a suivi. Et donc je comprends que finalement tout a refleuri sur l'ensemble de la bande de Gaza, quasiment. Remettant en fait Netanyahou devant l'obligation de remettre l'ouvrage sur le métier. Et donc tout ça pour dire que, une fois encore, et comme vous le disiez, l'hydre se survit à lui-même. Oui. Donc cette volonté d'éradiquer le Hamas semble vaine. De combat sans fin. Après, et derrière donc, ces mots de génocide, il y a la question, est-ce que finalement... J'en viens à ce point-là. Je vais vous poser la question différemment, pardon. Mais non, mais j'allais compléter. Le but recherché par Benyamin Netanyahou et une partie de ses soutiens, c'est ce qui existe aussi dans la classe politique israélienne, c'est peut-être aussi de se débarrasser du peuple palestinien, disons-le. J'allais compléter, c'est-à-dire que face à une stratégie qui semble ne pas fonctionner et qui implique des mouvements de population avec aujourd'hui 1,5 million de déplacés massés à Rafah, qui ne peuvent techniquement pas remonter vers le nord, qui ne peuvent pas franchir la frontière parce que les Égyptiens n'en veulent pas et on ne reviendra pas là-dessus. Concrètement, que peut-il se passer ? C'est-à-dire que si la volonté n'est pas faire de l'épuration ethnique, on voit mal comment ça peut conduire à autre chose de fait qu'une épuration ethnique. Allez, voilà. Un mot chacun là-dessus, pardon. Et après, chacun conclura sur les termes. À aborder, je veux bien vous entendre pour démarrer, Manuel Dupuis, ensuite. Bon, alors évidemment, l'évocation du crime de génocide ne nous appartient pas. C'est la Convention de Genève de 1949 qui le précise. Par contre, les mots ont leur sens. Oui. S'il s'agit d'un génocide, tous les États ont la mission et l'obligation d'intervenir pour prévenir ce génocide. C'est ce que je crois l'Afrique du Sud avait voulu quand elle a évoqué des mesures préventives par rapport à ce qu'elle dénonce comme des crimes de génocide au niveau de la Cour internationale de justice. Donc, bon, moi je me garderais bien de définir. Par contre, ce qui est une réalité, c'est la dimension humanitaire. J'y reviens de toute façon, encore une fois. Anthony Blinken y a fait référence
constamment depuis son déplacement 6e fois au Proche-Orient, en Égypte, en Israël, en Palestine et en Jordanie, en évoquant le fait que 100%, et je crois que ça a été rappelé dans les discussions autour de la résolution 27-28, 100% de la population de Gaza est sous la menace d'une crise alimentaire aiguë. Ça, c'est une réalité que l'on peut évoquer. Et ça justifie, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que pour cela, la résolution. Anne-Sophie Séban-Bécache, il y a une partie de la classe politique israélienne qui veut qu'Israël reprenne le contrôle de la bande de Gaza ? Oui, il me semble que oui, bien sûr, il y a des membres du gouvernement actuel qui l'ont évoqué publiquement. Je ne crois pas que ce soit ni la volonté du cabinet de guerre, ni celle de Benyamin Netanyahou, qu'il n'y aurait, même d'un point de vue stratégique, absolument aucun intérêt. Sur la notion de génocide, me concernant, il me semble que c'est une faute morale de soupçonner et d'accuser Israël de génocide, puisque le critère principal, c'est quand même l'intention des génocidaires. Ça veut dire soupçonner l'État d'Israël d'avoir une quelconque intention génocidaire ou d'épuration. Ensuite, par rapport à ce que vous disiez sur le fait que la manière dont l'opération militaire est conduite ne peut pas aboutir à un autre résultat, je crois que là encore, Attention, un autre résultat qu'une épuration, oui, pardon, qu'une épuration. Soyons précis sur les mots. Oui, bien sûr, non, mais j'ai bien entendu. Là, je pense que ça peut se discuter aussi, puisque la complexité du terrain à Gaza, on le sait, est incomparable par rapport à d'autres terrains de guerre, puisque moi, je ne suis pas experte militaire. On a vu de nombreux experts militaires débattre du sujet, mais sur le ratio entre le nombre de combattants tués, le nombre de civils tués, c'est vrai qu'on a peu d'informations, mais je déteste, après des mois de débat sur ce sujet, ces comparaisons macabres. Et oui, il y a une tragédie humaine à Gaza, et il faut le dire, et je le dis. Néanmoins, accuser Israël de réponses disproportionnées, de volonté génocidaire, c'est une erreur. Bon. Et précisément parce qu'Israël a répondu pour le coup à une attaque dont l'intention était bien sûr, personne n'oublie la responsabilité initiale du Hamas qui s'est passé le 7 octobre, les viols dont sont victimes les otages. Pour le coup, l'intention d'exterminer la population était ça pose bien la question présente. de l'Égypte aussi. Oui. Si un génocide se déroule de l'autre côté de la frontière, pourquoi l'Égypte n'ouvre pas sa frontière? Pourquoi le monde arabe ne fait pas pression sur l'Égypte pour qu'elle ouvre sa frontière? Ouais, c'est une vraie question, mais je reste sur cette interrogation à partir du moment où, et j'entends ce que disait Jérôme Klech, où dans des zones qui avaient été soi-disant reprises en main ou nettoyées des militaires du Hamas au nord et au centre de la bande de Gaza, si on voit réapparaître des opérations militaires, c'est donc bien que la stratégie initiale voilà, on est en train de se rendre compte qu'elle ne fonctionne pas, donc pourquoi continuer? Bref, je ne vais pas relancer le débat, on a entendu vos arguments aux uns et aux autres. Je voudrais qu'on parle maintenant, on va ouvrir un petit chapitre sur la fragilité de Benyamin Netanyahou sur la scène intérieure. Mathieu, on a bien compris qu'au niveau international, ça se compliquait pour lui, mais c'est aussi de plus en plus compliqué sur la scène politique israélienne. Oui, ça se complique, on l'évoquait tout à l'heure, pour la coalition au pouvoir en Israël, et donc pour Benyamin Netanyahou, qui ne doit son salut politique d'une certaine manière qu'à la forme de gouvernement d'union nationale qu'il a réuni autour de ce fameux cabinet de guerre au lendemain des massacres du 7 octobre. Alors lui, il est en chute libre dans les sondages, Benyamin Netanyahou, il est de plus en plus critiqué. Alors il était déjà très critiqué par une partie de l'opinion publique israélienne avant, on le sait, avant le 7 octobre, après le 7 octobre pour ne pas avoir su empêcher les attaques du Hamas, aujourd'hui pour ne pas avoir su faire libérer les otages d'une certaine façon pour son impuissance, et puis surtout les critiques et toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui sur sa façon de conduire le conflit. Peu de gens voit l'issue possible, de toute façon, y compris en Israël. Et puis, de l'autre côté, les opposants sont eux aussi divisés. On y faisait allusion tout à l'heure, la démission toute récente, cette semaine, de Gideon Sa'ar, qui était au cabinet, qui voulait rentrer au cabinet de guerre avec un siège, avec un vote, entre guillemets, parce que vous savez que la répartition, c'est très compliqué. Il y a un gouvernement d'union nationale, un cabinet de guerre, 3 membres qui décident, Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant, le ministre de la Défense, et puis Benny Gantz, l'opposant à Benjamin Netanyahou. Et lui était un allié de Benny Gantz, il s'est séparé de Benny Gantz, il réclamait un siège, il ne l'a pas eu, il démissionne du gouvernement.
Il y a ça, et puis il y a des tensions qui se cristallisent autour de la question de la participation des juifs ultra-orthodoxes à l'effort de guerre de la société israélienne. Qu'est-ce qui pourrait changer? Alors, en 1948, Ben Gourion les avait exemptés de la conscription parce qu'en fait, il ne leur faisait pas tellement confiance. C'est une forme de privilège qui est devenu, pour certains Israéliens, un passe-droit, qui est régulièrement émaillé de scandales. On découvre des faux étudiants inscrits dans des yeshivas juste pour échapper au service militaire. Puis c'est un vieux sujet de discorde aussi dans la classe politique israélienne. Mais jusqu'ici, Benjamin Netanyahou a toujours cajolé ses alliés ultra-orthodoxes, pour lesquels, évidemment, tout changement de la règle serait une ligne rouge à ne pas franchir. Or, au début du mois, le ministre de la Défense, dont je parlais tout à l'heure, Yoav Gallant, a annoncé une réforme du service militaire afin d'y intégrer les juifs ultra-orthodoxes. Cette proposition, elle a été saluée par Benny Gantz, mais elle a été perçue comme une provocation et surtout une marque de défiance de Yoav Gallant à l'égard de Benjamin Netanyahou, alors qu'ils sont tous les deux membres du même parti. Est-ce que la coalition pourrait exploser sur cette question? Alors, bien malin, qui peut prédire les alliances et les retournements d'alliances dans la politique israélienne. De toute façon, ça c'est la règle de base. Celui qui a la clé, d'une certaine façon, c'est Benny Gantz, parce que si lui démissionnait du cabinet de guerre, là pour le coup, Netanyahou aurait un gros problème de crédibilité face à son opinion publique, et même de légitimité, j'ai envie de dire, et il ne pourrait sans doute pas éviter un retour aux urnes assez... Alors, pendant le conflit, non, mais peut-être juste après, non. En tout cas, pas attendre 2026 comme c'est prévu aujourd'hui. Emmanuel Dupuis, est-ce qu'on peut imaginer un Benjamin Netanyahou éjecté du pouvoir avant la fin de la guerre? Non. Vraisemblablement pas. En tout cas, c'est pas ce que Benny Gantz prévoit. En l'occurrence, Benny Gantz qui a fait un déplacement à Washington beaucoup moins chahuté que celui que devait faire Benjamin Netanyahou. Je crois que les Américains lui ont demandé de garder sa capacité de cohésion autour du cabinet de guerre pour essayer aussi d'incarner l'opposition, car les deux autres opposants, Naftali Bennett et Yair Lapid, ne font pas partie du cabinet de guerre. Et eux sont beaucoup plus virulents dans leur prise de parole médiatique contre Benjamin Netanyahou. Donc d'une certaine façon, Benny Gantz apparaît comme celui sur lequel les Américains ont davantage de pression, ou en tout cas souhaiteraient avoir davantage de pression, jusqu'en novembre. Après, ça bascule de l'autre côté. Donc Benjamin Netanyahou doit tenir. Et d'une certaine façon, les Américains veulent trouver la solution pour ne pas envenimer les choses. Je veux dire, dans votre reportage tout à l'heure, on voyait Ismaël Haniyeh à Téhéran. Il est actuellement, depuis aujourd'hui, à Téhéran, avec l'idée selon laquelle l'Iran ne souhaite pas une accélération du conflit en limitant peut-être l'action du Hamas aujourd'hui. C'était peut-être moins le cas, en tout cas de manière moins virulente, en octobre dernier. Donc les pressions s'exercent des deux côtés. Mais il s'exerce surtout de la part de la rue israélienne. Il y a des manifestations contre Benjamin Netanyahou, non pas contre la personne de Benjamin Netanyahou, mais sur l'objectif. Et l'objectif, c'est la fin de la guerre, c'est le retour des 134 otages, actuellement les 40 militaires qui sont l'objet d'une négociation, avec un ratio qui n'est pas tout à fait le même, vu du Hamas et vu de l'État d'Israël, et puis surtout la manière dont on va administrer la bande de Gaza et gérer la cohabitation, disons ainsi, en tout cas la coopération avec l'autorité palestinienne, avec la volonté d'Israël sans doute de se débarrasser ou d'en profiter pour se débarrasser de Mahmoud Abbas. Anne-Sophie Sebhan-Bekash, le Benjamin Netanyahou, il a souvent déjoué les pronostics, sa longévité, au pouvoir le prouve. Mais au sein de la société israélienne, ou même dans les médias israéliens, on est déjà en train de préparer l'après-Netanyahou? Oui, bien sûr, et ça a d'ailleurs commencé même avant le 7 octobre. On l'oublie un peu, mais tout ce mouvement de protestation avec la réforme judiciaire, il y avait quand même quelque chose qui était déjà évidemment en mouvement. Et aujourd'hui, la simple responsabilité, on enlève tout le reste. La responsabilité du 7 octobre, cette faillite sécuritaire, du renseignement, etc., il faudrait bien un moment que quelqu'un en porte la responsabilité. Il est le chef de... On peut en penser ce qu'on veut. Il est le chef du gouvernement à ce moment-là. Il doit prendre ses responsabilités. Effectivement, sa cote de popularité a baissé. Comme vous l'avez dit, la suite est dans les mains aujourd'hui de Gantz, puisque la démission de Gideon Sa'ar accroît la pression sur lui. La question est de savoir quel est le bon moment pour casser cette coalition et amener à de nouvelles élections. Et il faut quand même rappeler que c'est un pays qui est en guerre. Donc c'est très compliqué. Toute la population est mobilisée. Quand on parle de l'armée israélienne, c'est la population israélienne qui est mobilisée. C'est pas une armée professionnelle. Donc ça met le pays quand même dans une situation très délicate.
où il peut être de la responsabilité aussi des hommes politiques de savoir en responsabilité à quel moment il est judicieux de casser une coalition et d'amener à de nouvelles élections. Et ça pose enfin la question que je pose aujourd'hui, c'est finalement aussi, est-ce qu'un autre Premier ministre aujourd'hui aurait fait si différemment dans la manière dont a été conduite l'opération militaire? Un ministre plus modéré aurait certainement agi différemment en matière de communication, en matière de comment mener la relation avec les États-Unis, avec l'Europe, etc., aurait sans doute donné beaucoup plus de gages à l'extérieur que vis-à-vis de sa population et vis-à-vis de son électorat et de sa coalition actuelle. Mais sur l'opération militaire elle-même, les objectifs de guerre, moi, je ne suis pas si sûre. Le choc du 7 octobre est tel que... Voilà, il y a beaucoup de critiques de Netanyahou pour plein de bonnes raisons, etc. Mais sur le seul principe de la guerre et de la manière dont elle a été menée, je ne suis pas tout à fait sûre que d'autres premiers ministres auraient agi si différemment. Alors, on a parlé des livraisons d'armes des Américains. On va ouvrir un chapitre avec Audrey Vettas concernant la France, puisqu'il y a une polémique qui s'est développée sur les livraisons d'armes françaises à Israël. Bonsoir Audrey, bienvenue à vous. Quelle est la doctrine française dans la matière? Eh bien, la différence des États-Unis, la France le répète, et ça depuis avant le 7 octobre, elle ne livre à Israël que de quoi assurer sa défense. En l'occurrence, ce sont des petites pièces qui composent le dôme de fer, le système de défense aérienne qui intercepte les roquettes et les obus. Et ce qui permet de le prouver, ce sont d'abord les chiffres. Les exportations d'armes françaises en Israël ne représentent que 15 milliards d'euros par an. 15 millions d'euros par an, voilà, c'est noté, soit 0,2% des exportations d'armes de notre pays. Si la France en avait livré plus d'équipements militaires, ça se verrait dans les chiffres. Alors, il y a une enquête pourtant de 2 sites, Disclose et Mars Actu, qui est venue semer le doute ces derniers jours. Oui, en cause, cette photo qui a été envoyée par une source à Disclose et Mars Actu, elle a été prise chez Eurolinks. Eurolinks, c'est une société marseillaise spécialisée dans la fabrication d'équipements militaires. Sur l'un des cartons, alors ça se voit pas très bien, mais on arrive quand même à le discerner. On voit une adresse de livraison en Israël. À l'intérieur, au moins 100 000 pièces de cartouches destinées à des fusils mitrailleurs comme ceux utilisés contre les civils à Gaza, notamment le 29 février lors de la distribution alimentaire où 100 Gazaouis ont été tués. Alors évidemment, la question s'est posée, est-ce que la France n'enverrait pas en secret des pièces d'armement à Israël? Évidemment, la question a été posée à Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Il a expliqué que ces pièces ne faisaient en réalité que transiter par Israël. Écoutez sa réponse. La licence française qui a été donnée ne donne pas droit à l'armée israélienne d'utiliser ces composants. C'est-à-dire pas usage par l'armée israélienne, mais qui sont des composants, jamais d'armement. Je voudrais démarrer par là, jamais d'armement constitué, toujours des composants qui peuvent être fournis à des industries israéliennes qui ensuite vendent à des pays tiers. On le fait pour une simple et bonne raison, c'est que parfois les pays tiers sont des pays qui sont clients de la France sur un certain nombre de types d'armements. Notre démarche et notre doctrine est complètement transparente, on n'a rien à cacher. Voilà, on n'a rien à cacher. Le ministre qui a d'ailleurs ajouté que depuis le 7 octobre, il a demandé à ses services d'être encore plus rigoureux dans le suivi de l'utilisation de ces fameux composants. Merci beaucoup Audrey. Jérôme Klej, votre avis sur cette polémique, est-ce qu'elle est justifiée, exagérée? Comment vous l'analysez? Bon, je pense que là, les propos du ministre Lecornu sont assez clairs sur la question et qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Par ailleurs, les chiffres que votre journaliste a mis en exergue montrent qu'on parle d'un sujet qui est un non-sujet, 0,2%, je crois. Bon, donc je crois que je n'ai pas plus à ajouter. Oui, alors après, il y a l'ordre du symbole, pas seulement du symbole. Si effectivement ces pièces ont servi à des munitions qui sont utilisées dans la bande de Gaza par les soldats israéliens, c'est la doctrine telle qu'elle est présentée par le ministre. C'est pas exactement ce que reprennent les propos de Sébastien Lecornu. Il indique que ce sont des composants qui ont vocation à alimenter des pays tiers qui sont éventuellement clients de la France. Donc en fait, on ne parle pas du tout d'armes qui ont vocation à alimenter le conflit sur la bande de Gaza. Emmanuel Dupuis, il y a des pays qui ont cessé de livrer des armes ou des composantes à Israël? Le Canada. Le Canada a récemment répondu à une demande de la société civile. Un collectif d'avocats s'était mobilisé pour inciter que le Parlement arrête les exportations, les licences d'exportation. On parlait pour le Canada de 21 millions de dollars. Vous voyez qu'on est quand même très loin des 3,8 milliards de dollars que les États-Unis prodiguent chaque année, donc à peu près, sans compter les 1,6 milliards qu'ils ont rajoutés,
pour justement les composants du dôme de fer. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de polémique, évidemment. Enfin, il faut s'interroger évidemment s'il y a la preuve que ces armements ont été utilisés, mais ça arrive souvent que nous livrions du matériel à des pays tiers en précisant qu'ils ne doivent pas être utilisés sur un certain nombre de champs de bataille. On l'a fait avec l'Arabie Saoudite à travers le Liban. Alors malheureusement, de temps en temps, on a de mauvaises surprises, notamment une précédente enquête de Disclose qui avait montré qu'un certain nombre de matériels qui ne devaient pas être utilisés par l'Arabie Saoudite l'ont malheureusement été sur le Yémen. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit le cas pour l'État d'Israël. Par contre, ça amène à ce qu'il y ait une mobilisation un petit peu partout. D'ailleurs, les Allemands sont en train d'emboîter le pas aux Canadiens pour exporter ou pour arrêter les exportations, d'arrêter les licences d'exportation vers l'État d'Israël. Mais vraiment, c'est des... Oui, on l'a bien compris. Ce n'est pas ça qui va changer le fil et le visage de cette guerre, c'est sûr. Déjà, il faut avoir à l'esprit que l'État d'Israël est elle-même productrice d'armements avec de nombreuses entreprises. C'est plutôt dans ce sens-là. Oui, et elle est elle-même exportatrice d'ailleurs. Pour la guerre en Ukraine, nous sommes allés chercher des munitions de 155 que nous n'avions pas suffisamment, que l'État d'Israël avait en stock. Grand producteur de drones et grand producteur de défense solaire, Israël. Voilà. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais quand même qu'on l'a évoqué dans ce débat à plusieurs reprises, mais là, la question de cette trêve impossible. Avant le Ramadan, sur ce même plateau, on se posait la question d'une trêve qui démarrerait juste avant le début du Ramadan. Anne-Sophie Servan-Becache, qu'est-ce qui s'est passé? Sur quoi achoppent les discussions, les négociations autour de l'ouverture d'une trêve? Ce qui ressort publiquement, on n'a pas plus d'infos que celles qu'on a dans les médias, mais il semblerait que dans le dernier round de négociations, Israël avait accepté la libération de environ 700 prisonniers palestiniens contre la libération d'une quarantaine d'otages. C'est sorti dans la presse qu'Israël avait accepté cette condition. Quelques jours plus tard, c'est sorti dans la presse que le Hamas a refusé les conditions posées. Donc il me semble que ce qui achoppe, c'est la stratégie du Hamas qui consiste à, il me semble, espérer que la pression internationale soit telle que le cessez-le-feu puisse s'opérer sans qu'il n'y ait de conditions, sans qu'il ne soit conditionné à la libération des otages, puisque, encore une fois, c'est l'assurance vie aujourd'hui du Hamas à Gaza. Pour moi, il est essentiellement là le point d'achoppement. Et encore une fois, comme l'a précisé l'ambassadrice américaine, depuis le jour 1 de ce conflit, si le Hamas avait libéré les otages, on n'en serait pas là. Le cessez-le-feu serait déjà présent. Et c'est le Hamas qui a déclenché cette guerre, encore une fois. Donc, effectivement, il faut le rappeler et ne pas l'oublier dans un débat comme celui-là. Ça négocie toujours, avec toujours le Qatar au centre du jeu, ça ne change pas. C'est une négociation essentiellement... C'est une négociation essentiellement à quatre. Égypte, Qatar, États-Unis et Israël quand ils se rendent à Doha, ce qui n'a pas toujours été le cas. Voilà. Mais quand ils sont à Doha, ils sont 4. Les négociations, effectivement, il en ressort, j'allais dire, publiquement quand même assez peu de choses. Mais ce que l'on peut dire sur ce qu'on peut voir ressortir, c'est que, sur les otages, il y a quand même une donnée technique qui échappe encore à tout le monde, c'est est-ce que le Hamas est véritablement en possession des otages qu'il dit posséder? Et Israël a longtemps demandé une liste, en fait, de ces otages, pour s'assurer que, justement. Et cette liste, elle ne vient pas. Et c'est ce qui fait aussi douter Israël du fait que cette assurance-vie, et je reprends votre terme parce qu'il a du sens, que cette assurance-vie n'est pas, en quelque sorte, un grand bluff. Est-ce qu'il y a vraiment encore les 130 otages à la main du Hamas et du seul Hamas? Qui les posséderait à ce moment-là? D'autres factions dont le Hamas, sur lesquelles le Hamas n'aurait pas forcément la main. Donc il y a déjà à avoir la certitude qu'ils sont bien en mesure de libérer les otages qu'ils disent vouloir libérer. Après, il y a les conditions, effectivement. Et les conditions, on a bien vu qu'Israël souhaite à chaque fois, c'est l'histoire des 1001 nuits, repousser à chaque fois l'accord de façon à ce que la guerre perdure et que Netanyahou sauve sa tête. Et donc il y a aussi cette idée de demander des conditions de mise en œuvre qui sont difficilement acceptables par le Hamas, notamment des tranches des deux côtés, en fait. Le Hamas met des conditions difficilement acceptables par Israël et Israël... Voilà, des conditions et des trêves, enfin une trêve plutôt qu'un cessez-le-feu, et cette trêve, c'est trop court pour le Hamas pour se régénérer. Or, c'est bien la volonté du Hamas aussi que de se régénérer pendant ces trêves, ce que ne veut pas, évidemment, Israël. Et puis, dernier mot. Voilà. Et puis, enfin, il y a encore une fois la question de l'aide humanitaire. Et cette question de l'aide humanitaire
Pour Israël, c'est une possibilité pour le Hamas de se régénérer. Pour l'Égypte, c'est une balle dans son camp parce que à chaque fois, c'est accueillir des réfugiés, elle ne le veut pas. Laisser passer des camions, Israël n'en veut plus, ils ne veulent plus de l'UNRWA. Et donc, c'est au moins 3 grands points d'achoppement qui fait que l'histoire se répète et bégaye. Et sans doute que Netanyahou essaye de jouer la montre pour les élections de novembre. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler, Jérôme Klech, le titre de votre livre, Prospective stratégique, livre publié aux éditions Hermann.